Bonsoir, salut mesdames et messieurs. Je suis bien content de vous présenter cette nouvelle séance de cours. Je crois que c'est toujours pour nous une occasion, une opportunité de vous parler, d'échanger avec vous. Mais comme je viens de dire tout à l'heure, on va avoir une séance tout à fait spéciale. Je, vous n'allez pas m'avoir avec vous directement. Je vais enregistrer la séance pour pouvoir vous donner l'accès euh, à partir d'un lien que je vais vous envoyer, euh, pas trop loin, pas très loin. Je vous salue tous, je vous salue et je vous remercie d'être toujours là à l'écoute de m'avoir supporté et, et de consentir à faire d'énormes sacrifices je crois. Donc, euh, vu le contexte où vous êtes, je crois et je suis bien conscient de ces nombreux sacrifices. Je vous en félicite et je félicite chacun de vous. Euh, la dernière fois, avant, après la dernière séance, et la semaine dernière, on a eu, pas plus tard, cette semaine, je crois, ce lundi, on a eu le quiz. Donc, c'est dommage si je vous ai avec moi et on, on aurait la possibilité de discuter, d'échanger. Mais comme je vous ai demandé et des remarques, s'il y avait des questions, des revendications, il n'y avait aucune opposition, du moins intervention de la sorte. Peut-être que tout a été clair, tout a été bien reçu de votre côté. Et merci d'avoir pris part à ce quiz. Et vous-même, vous avez pu vous évaluer et vous avez vu à quel point, à quel niveau où vous vous trouvez, à quel niveau, et certainement se situe votre compétence, votre niveau de compréhension, d'appréhension, d'acquisition. Je vous remercie. Et déjà, je vous souhaite un bon week-end, et que le Seigneur continue de vous guider, d'être avec vous, de vous donner l'essentiel, la sagesse, l'amour pour continuer à combattre, à faire ce qu'il faut. Maintenant, je vais vous parler d'une autre thématique extrêmement importante et n'oubliez pas que nous sommes en train de faire une longue aventure en psychopédagogie et vous-même, vous, vous êtes conscient que c'est essentiel ce cours-là pour vous aider à vous améliorer dans vos interventions, dans les différentes actions éducatives que vous allez poser pour et avec vos apprenants, que ce soit les adultes, que ce soit les ados, que ce soit les jeunes, que ce soit les enfants. Donc, euh, Tout le monde est concerné par la psychopédagogie. Et cet après-midi, j'ai la chance de vous parler des aspects de la psychopédagogie, des aspects psychopédagogiques des didactiques, des aspects psychopédagogiques des didactiques. Donc, D'après Gaston Mialaré, pour commencer à parler des aspects psychopédagogiques et des didactiques, il faut être conscient que cela fait référence, cela fait appel aux différents acteurs qui évoluent dans le secteur éducatif, que ce soit les administrateurs, que ce soit les parents, que ce soit les directeurs, que ce soit les enseignants, les éducateurs.
Donc, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. D'où l'enseignement d'une matière scolaire ne révèle que du spécialiste de cette discipline. Donc, cela fait référence, bien entendu, à la didactique. Donc, quand quelqu'un enseigne la mathématique, donc il doit avoir la spécialité. Quand quelqu'un enseigne la géographie, il doit avoir cette spécialité, la spécialité en géographie. Parce que, euh, parce qu'un professeur de mathématiques ne peut pas enseigner l'anglais. Un professeur de géographie ne peut pas enseigner la littérature. Donc, c'est extrêmement pas important. Donc, parler de la didactique, eh bien, cela revient à dire que, à faire la référence à la discipline, aux matières d'enseignement ou un domaine scientifique. Selon Marguerite Alter, donc elle a souligné que une, une distinction, elle a souligné une distinction entre la pédagogie et la didactique. Donc, trop longtemps, et ces deux termes-là sont confondus. Donc, tantôt, on emploie l'un à la place de l'autre, ou du moins, on n'arrivait même pas à faire la différence entre la pédagogie et la didactique. Mais pour Marguerite, elle a dit que la pédagogie, écoutez ça, la pédagogie porte sur l'articulation du processus enseignement-apprentissage au niveau de la relation fonctionnelle enseignant-élève et de l'action en situation. La pédagogie pour Marguerite, cela porte sur l'articulation du processus enseignement-apprentissage au niveau de la relation fonctionnelle enseignant-élève et de l'action en situation. C'est ça. Pour Marguerite, c'est ça la pédagogie. Pourtant, la didactique porte sur l'articulation du processus enseignement-apprentissage au niveau de la structuration du savoir et de son appropriation par l'apprenant. Vous voyez donc, d'une part, la pédagogie, ce qui différencie la pédagogie de la didactique, c'est que la pédagogie place son niveau, met en face sur le niveau de la relation, sur la qualité de la relation fonctionnelle entre l'enseignant et l'élève et de l'action en situation. Pourtant, la didactique met en face sur le niveau de structuration du savoir, c'est-à-dire du contenu, de la matière et de son appropriation par l'apprenant. Donc, c'est ça la différence entre la pédagogie, pour mieux comprendre les aspects la psychopédagogie que nous allons aborder plus loin. Donc, et pour mieux comprendre les aspects psychopédagogiques et didactiques, et donc nous devons, alors je devais souligner cette distinction, cette différence entre la pédagogie et la didactique. La pédagogie met en phase sur le niveau fonctionnel enseignant-apprenant et de l'action. Pourtant, la didactique met en face sur le niveau de structuration du savoir, de la qualité du savoir et de l'appropriation par l'élève. D'où c'est ça la différence. Parallèlement, il faut comprendre que en parlant de la didactique, cela nous exige, nous oblige à poser des problèmes. Et il y a des problèmes qui sont liés à la didactique. Donc, selon Gaston Mialaré, il y a environ quatre problématiques pour mieux comprendre la didactique.
D'abord, Gaston Mialaré parle de quoi? En didactique, nous devons souligner le quoi, le contenu, le programme à enseigner. Pourquoi? C'est là les finalités. Donc, quand on fait la didactique, quand on veut comprendre la didactique et de telles disciplines, donc, et par exemple, si je prends la géographie, quel contenu on doit enseigner au premier année, au deuxième année, au primaire, au secondaire? Pourquoi devons-nous enseigner cela? Quelles sont les finalités? À quelle fin devons-nous enseigner cette matière-là, ce programme-là? Mais à qui? Donc, la façon dont on enseigne aux enfants de 10, 12 ans, c'est pas la même façon qu'on doit enseigner les enfants de 15, 18, 19 ans. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes caractéristiques psychologiques. Ils n'ont pas la même prédisposition. Ils ne connaissent, ils ne connaissent pas la même réalité. Donc, c'est tout ça qu'il faut souligner. Donc, à qui et comment? Et maintenant, vous savez, on l'a souligné précédemment. Je crois que, oui, quand Madame Isma a présenté, a fait ses interventions, donc pour parler que eh ben, c'est la façon dont on enseigne aux adultes. Donc, je l'ai souligné, les adultes sont plus logiques, plus rationnels. Pourtant, ce qui intéresse les enfants, c'est le plaisir, ce qui fait plaisir, ce qui procure du plaisir. Donc, on ne peut pas mettre dans le même lot les apprenants jeunes, les apprenants ados avec les apprenants adultes. Donc, c'est pourquoi on doit vraiment savoir quelle façon, quelle méthode qui serait le mieux appropriée. Donc, parlant de didactique, donc, si la façon dont on enseigne l'anglais, c'est pas la même façon qu'on doit enseigner. C'est les techniques. Il y a des techniques qui sont liées aux méthodes pour enseigner la géographie et d'autres techniques qui se sont liées à la façon dont on enseigne les mathématiques, la littérature, etc. Donc, et au final, les résultats. À quoi doit-on s'attendre? Donc, il faut vraiment, et dans la tête, escompter des résultats pour dire que voilà ce à quoi nous nous attendons. Donc, d'abord, il faut poser la question quoi. Quand on parle des problèmes, c'est les questions qu'il faut poser. La problématique. Quoi enseigner? À qui enseigner? À quelle fin? Pourquoi? Et comment? La manière, la méthode, les techniques, etc., pédagogiques, donc tout ça. Et comment et qu'est-ce qu'il faut penser? À quoi doit-on s'attendre? Les résultats, l'évaluation. Et l'évaluation, c'est transversal, donc on doit en tenir compte lorsqu'on veut enseigner une matière, lorsqu'on fait la didactique, lorsqu'on assume toutes les règles didactiques. Donc, c'est essentiel, c'est hyper essentiel pour nous de, de poser toutes ces questions-là afin de mieux comprendre, de mieux approcher, vous voyez, euh, les différents aspects psychopédagogiques des didactiques. Parallèlement, dans une analyse plus en profondeur des aspects, des aspects psychologiques, donc nous devons prendre en compte de l'ensemble des considérations psychologiques et pédagogiques qui opèrent le passage de la didactique traditionnelle à la psychopédagogie des disciplines telles que nous la concevons actuellement. Donc, considérons trois d'entre eux. D'abord,
On note tout d'abord, euh, comme nous l'avons déjà eu l'occasion de le souligner, les problèmes psychologiques liés aux individus à leur âge. Tout début, on l'avait vu. Donc, c'est-à-dire chaque individu est un individu. Donc, et l'âge chronologique, ça compte beaucoup. Donc, dans nos interventions, il faut en considérer. Donc, on a parlé aussi des motivations. Il faut aller toucher ce qui les motive, ce qui les démotive aussi. Donc, tout ça compte dans nos interventions, dans les matières à enseigner, la discipline à enseigner. Donc, on enseigne pour les apprenants, mais c'est aussi avec les apprenants. Donc, s'ils ne sont pas disposés, prédisposés, s'ils ne sont pas motivés, comment allons-nous vraiment faire qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir approcher la situation et mieux comprendre le contexte. Donc, c'est extrêmement important. Euh, Ensuite, il y a les problèmes psychologiques qui rencontrés euh, euh, par le professeur. Certaines fois avec les catégories, si on veut catégoriser ça, donc les problèmes que les professeurs euh, en France, qui, qui enseignent en France avec des ingénieurs, et ce même, c'est avec des ingénieurs, ces mêmes professeurs-là pourraient avoir d'autres problèmes avec notre groupe euh, d'apprenants et dans le domaine de mathématiques, dans le domaine d'informatique, etc. Parce que la situation et le contexte est différent, euh, est différent par rapport à d'autres contextes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que et, euh, un problème qu'un professeur de français rencontre avec un groupe d'élèves n'est pas forcément le même problème qu'il va rencontrer avec un autre groupe d'élèves. Et c'est ça, et c'est ce qui rend compliqué, c'est ce qui est complexe dans notre domaine éducatif. Et tout n'est pas rose, tout n'est pas gris, tout n'est pas blanc, vous voyez, donc à un moment donné, ça peut être blanc, à d'autres moments, ça peut être gris et rose. Donc c'est là et c'est à cela que nous sommes appelés à nous sacrifier, à faire des sacrifices, à réfléchir tout le temps, à faire travailler notre ménage parce que et on doit être dynamique, et diversifié et très flexible pour s'adapter dans une situation à une autre. Donc, c'est extrêmement important. Alors, l'auteur nous dit que chaque discipline exige soit comme point de départ des prérequis. Il y a des disciplines qui exigent des prérequis. Il y en a d'autres pas. Donc, d'autres disciplines n'exigent pas des prérequis. Euh, Donc ça, et en matière de didactique, il faut bien comprendre cela. Il y a des matières, des disciplines, eh ben, pour pouvoir l'enseigner à un groupe de gens, donc ces personnes-là doivent avoir un prérequis. Autant pour d'autres matières, d'autres disciplines, pas, pas d'exigence, pas de prérequis. Donc c'est essentiel, il faut comprendre cela. Et de plus, donc on doit comprendre que toute discipline ou partie du savoir utilisé est un certain nombre de notions, de concepts qui se situent à un certain niveau de l'évolution psychologique de l'élève et qui supposent l'existence déjà présente ou à créer des structures psychologiques correspondantes. Et je continue, la notion de complément direct d'objet dans la langue française, celle de proportionnalité, celle de climat, en géographie ne correspondent pas seulement à des acquisitions. Cela suppose pour déboucher
sur des acquisitions réelles, un certain développement psychologique et l'existence de structures psychiques permettant d'assimiler, d'utiliser ces notions et ces concepts. On sait par exemple que la notion de nombre ne peut être considérée comme acquise réellement avant que ce soit développé chez le jeune enfant, la conservation des quantités dont Jean Piaget a magistralement et définitivement analysé la constitution. Oui, donc là, l'auteur Gaston Mialaré voudrait poser la question, la problématique et la problématique de la psychologie des didactiques pour dire que c'est c'est essentiel. Lorsqu'on enseigne une matière, il faut des thématiques, il faut en tenir compte de ces aspects-là, des aspects psychologiques. Donc, il a même mentionné cette question de acquisition réelle de la conservation des quantités de nombres, que Jean Piaget a développé cette théorie. Donc, Jean Piaget a dit que a dit à 12 ans, l'enfant commence à avoir cette acquisition. Et pour que l'enfant ait cette acquisition, il y a tellement de paramètres, tellement d'éléments et qu'il faut prendre en compte. L'un de ces éléments-là, c'est le milieu qui doit être structuré. Et si, d'après Jean Piaget, si on structure le milieu, l'enfant évolue dans un milieu structuré riche en matériel, riche en diversité. Donc, arrivé à cet âge, l'enfant va avoir cette acquisition. Vous voyez? Et parce que cela ne réside pas seulement à l'âge chronologique. Donc, dès qu'on a 12 ans, eh bien, on a cette acquisition. Dès qu'on a 13 ans, on a l'acquisition des quantités, on a l'acquisition des nombres. C'est pas forcément. Il y a d'autres éléments qui marchent avec. Donc, Jean Piaget nous dit que eh bien, l'un de ces éléments-là, c'est l'environnement structuré, le milieu favorisé, le milieu riche en matériel, en diversité, en couleurs, etc. Donc, pour Jean Piaget, c'est l'un de ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Et il a même expérimenté cette étude en faisant une comparaison avec des enfants de Suisse et des enfants d'une contrée d'Afrique. Ils ont pris des enfants de même âge et puis il a fait ces expérimentations. Et le résultat était probant, en ce sens que les enfants de Suisse, donc c'est un pays très développé, qui évolue dans un environnement enrichi, donc il a déduit que ces enfants-là, avec l'âge de 12 ans, 11-12 ans, ils ont acquis la conservation des quantités, du nombre, etc. Pourtant, les enfants du milieu africain, donc, ils n'ont pas pu, même en ayant l'âge et l'âge qu'il faut. Donc, et c'est ça et tout, tout le problème, c'est que et le niveau psychologique, le schème de l'enfant, même en arrivant à cet âge de 11-12 ans, il n'a pas pu avoir cette acquisition de la matière, de la quantité, du nombre. Donc, et là, Jean Piaget, lui, il nous encourage à embellir et à enrichir le milieu, que ce soit le milieu familial, le milieu scolaire. Donc, et ceux qui travaillent en kindergarten, ils savent pertinemment que il faut vraiment diversifier l'environnement de la classe et embellir avec des couleurs, des différentes formes de la classe et changer la physionomie de la classe tout le temps. Et ça va permettre à ce que le cerveau de l'enfant se développe tranquillement et si facilement. Donc, c'est ça à la réalité. D'où
Piaget a conclu ses études de cette façon-là. Donc, parallèlement, l'ensemble des structures psychologiques s'organise petit à petit en un ensemble cohérent qui définit une façon de penser. Le mathématicien ne pense pas comme le littéraire, l'historien comme le sportif. Donc, vous voyez, si on est mathématicien, on va penser comme étant tel, comme en tant, comme en tant que tel. Si on est physicien, on va penser en tant que tel. Si on est sportif, on va penser en tant que tel. Mais on ne peut pas être magicien et puis on pense comme littéraire. On ne peut pas être un historien, on pense comme un sportif. Donc, vous voyez, le schème psychologique, donc le schème de la connaissance va nous orienter de la sorte. Donc, et ça pourrait être incohérent lorsqu'on enseigne les mathématiques et puis là, on divague et puis on, on divague tout le temps et qu'on est dans la mathématique et on parle de géographie. Donc, c'est pas la même chose. Et ce qu'il nous faut, c'est que on doit initier un élève, l'élève à une discipline, cela va aider, va nous aider à aborder euh, et résoudre les problèmes de la réalité. Chaque discipline a maintenant son propre discours de la méthode. Vous voyez, chaque discipline. Donc, il y a, il y a une méthode pour la langue, il y a une méthode pour les disciplines sciences humaines, il y a une méthode pour il y a un discours il y a un discours pour chaque discipline. Il y a une méthode pour chaque discipline. Donc, c'est clair pour vous et moi, et Gaston mis à l'arrêt. Là, il a parlé de l'épistémologie, et l'épistémologie nous apporte sur ce plan, de précieux enseignements et l'éducateur au-delà du strict contenu de la matière qu'il enseigne. Donc, l'épistémologie nous fait savoir, nous apporte des choses qu'il faut faire pour rester dans le domaine, pour garder la tête froide dans la discipline, pour mieux s'orienter dans la discipline. C'est extrêmement important. Donc, il est d'ailleurs souhaitable que l'analyse d'un problème se fasse dans plusieurs perspectives différentes. Il est d'ailleurs souhaitable que l'analyse d'un problème se fasse dans plusieurs perspectives différentes. Donc, il faut, quand on est dans une discipline, et pour mieux faire l'appropriation de cette discipline, eh bien, il doit y avoir une analyse sur tous les angles. Sur tous les angles. Donc, cette analyse-là va nous permettre de voir comment telle science, telle discipline est liée à d'autres disciplines. Et cela va nous permettre d'établir, de faire la connexion avec d'autres disciplines, et cela va nous permettre d'aller plus en profondeur et pour voir comment telle discipline est liée avec d'autres disciplines. Donc, c'est essentiel pour nous de faire cette considération parce que c'est normal, c'est très normal. D'où le problème de l'eau sur la terre. C'est un exemple, une illustration que Gaston Marie à l'arrêt nous présente. Le problème de l'eau sur la terre intéresse le biologiste, le géologue, le géographe, le chimiste, le technicien, l'économie.
Vous voyez, cette question d'environnement, ça ne concerne pas seulement le géologue, ça ne concerne pas seulement ceux qui détiennent la connaissance en géographie, en environnement, et tout ça. Donc, même l'économie, ça concerne l'économiste parce que on utilise l'eau pour faire autre chose, pour garantir notre survie dans l'environnement, ou du moins ça pour cuire la nourriture, pour faire les boissons, etc. Vous voyez, ça concerne même l'économiste. Donc, et un problème n'est jamais isolé. Un problème n'est jamais isolé. Donc, il y a tout un ensemble de connexions extérieures qui se sont liées à ce problème, ou du moins à, à cette discipline sur laquelle on est en train de réfléchir. Donc, c'est extrêmement important la didactique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les structures et les méthodes impliquent que soit utilisée une certaine langue de communication, donc un vocabulaire particulier, c'est-à-dire pour reprendre les termes de la théorie de la communication. Chaque spécialiste a son langage, ses expressions, ses significations. Donc, si vous êtes dans la langue, si vous êtes dans la littérature, si vous êtes dans la philosophie, donc vous avez un langage. Vous avez des expressions, en résumé, vous avez vos propres jargons. Donc, c'est essentiel. C'est essentiel pour nous de comprendre cela. Ensuite, la division harmonique du mathématicien n'est pas la théorie harmonique de l'acousticien ou du musicien. Ça, on peut le comprendre. Ni l'harmonie est préétablie du philosophe, ni l'harmonie imitative du poète, ni l'harmonie des couleurs du peintre, etc. Vous voyez, là, c'est essentiel quand on est dans la didactique. Eh bien, c'est vraiment spécial. On parle à des experts, on parle à des spécialistes. Donc, c'est spécifique. Donc, si on est dans la mathématique, on reste dans la mathématique. Si on est dans la philosophie, on reste dans la philosophie. Si on est dans l'histoire, on reste dans l'histoire. C'est essentiel pour nous de comprendre cela. C'est vachement essentiel pour nous de comprendre cela. Sans vraiment une appropriation de ce genre, on ne va pas pouvoir mieux s'organiser en matière didactique. Donc, ne pensez pas que le fait d'enseigner à l'histoire, ça nous donne droit à danser la mathématique, les mathématiques, la géographie. Oui, c'est vrai que on a une certaine expérience, ça nous donne déjà un atout. Mais après des années d'expérience en enseignement des mathématiques, oui, on a un certain atout, une certaine expérience, mais on doit savoir que c'est pas les mêmes méthodes qu'on va utiliser. C'est pas aux mêmes personnes qu'on va enseigner ces contenus. Et ces contenus-là, c'est totalement différent de ce qu'on enseigne en mathématiques. Vous voyez? Et les méthodes, c'est totalement différent. Les techniques, c'est totalement différent. Vous voyez? Donc, c'est extrêmement important. On doit le souligner. Chaque spécialiste, surtout à partir du moment où l'élève n'est plus en présence que d'un seul éducateur, devra s'efforcer de prendre conscience des expressions spécifiques qu'il utilise pour prendre soin de présenter aux élèves la signification exacte qu'il leur donne et faire procéder à leur apprentissage. J'aime cette déclaration-là. Vous voyez, notre travail en tant qu'éducateur, ça se complique. Dans la mesure où les élèves à qui on enseigne
possède déjà un ensemble de professeurs. C'est pour les cours, chaque cours, ils ont un professeur pour presque chaque cours. Vous voyez? Et toute la cacophonie qu'on pourrait causer, même involontairement. Et si on n'adhère pas, on ne suit pas et vraiment, on n'emploie pas le vrai jargon, on n'utilise pas la bonne expression pour pouvoir véhiculer le message qu'il faut. À défaut, donc on va créer involontairement, inconsciemment de la cacophonie. Et ce serait la pagaille pour nos apprenants. Et c'est pas c'est pas ça nos objectifs. Nos objectifs à nous, c'est de travailler pour le meilleur avec et pour nos apprenants. Donc, au niveau primaire, donc c'est le professeur qui fait presque tout, traditionnellement. Et de nos jours, on constate que même au niveau primaire, donc il y a les matières de base, donc le français, donc il y a un professeur, le titulaire principal, il est là, mais il y a un professeur pour la langue, il y a un professeur pour les mathématiques, etc. Parce qu'on sait que c'est énorme ce qu'un enseignant, une enseignante fait au niveau primaire. Il prépare un ensemble de matières, c'est déjà colossal pour lui. Et puis pour dispenser ces cours-là à longueur de journée pendant toute une semaine, donc on voit que c'est énorme. Et pour innover, ou du moins, c'est essayer de faire décompresser le travail d'une seule personne. Donc là, on fait appel à des spécialistes en mathématiques et dans la langue française pour pouvoir vraiment aider le mentor principal. Donc, j'aime cette déclaration. Et je reprends pour vous. Chaque spécialiste, surtout à partir du moment où l'élève n'est plus en présence que d'un seul éducateur, devra s'efforcer. Chaque spécialiste devra s'efforcer de prendre conscience des expressions spécifiques qu'il utilise pour prendre soin de présenter aux élèves la signification exacte qu'il leur donne et faire procéder à leur apprentissage. C'est souvent quand cette précaution élémentaire n'est pas prise que les élèves décrochent. Vous voyez, certaines fois, c'est nous les responsables de leur décrochage, des décrochages des enfants à l'école. Parce que l'école, qui devrait être la deuxième maison des apprenants, devient un endroit, un environnement insupportable, dégoûtant et réprimant. Donc, c'est parce que nos discours, nos expressions ne collent pas. Donc, ça dérange tout le mécanisme et ça démotive l'enfant. Et l'enfant commence, bien qu'il est là à longueur de mois, de la semaine, mais il est déjà décroché. Dans sa tête, l'enfant est décroché, déconnecté, détaché. Il est là pendant qu'il n'est pas là. Donc, c'est ce à quoi on doit vraiment nous préoccuper lorsqu'on enseigne des matières, on enseigne une discipline, on apporte sur l'enseignement à l'enfant, on dispense nos cours, on fait des interventions. Donc, n'oubliez pas, quand on fait des interventions, donc, il y a toujours le processus d'enseignement et apprentissage. Si vous dites que vous enseignez et que l'enfant n'apprend pas, donc c'est difficile pour nous, éducateurs, d'accepter ce genre de choses parce que là, il n'y a pas apprentissage sans enseignement, il n'y a pas enseignement sans apprentissage. Si l'enfant apprend, c'est parce qu'il y a enseignement. Si vous enseignez, on doit assurer que l'enfant apprend. Et c'est ça est la règle. Affirme ne rien comprendre alors que l'obstacle est purement d'ordre linguistique et non lié aux structures psychologiques profondes nécessaires à la compréhension.
Donc, quelquefois, l'enfant ne comprend pas, c'est pas sa faute, c'est pas sa structure, c'est pas sa schème de connaissance qui est en faute, mais c'est le problème linguistique de l'enseignant. Et l'enseignant n'arrive pas à se faire comprendre, à transmettre bien le message. Donc, le message n'a pas été reçu. L'apprentissage de ce langage doit respecter les règles psychopédagogiques de tout apprentissage verbal. Wow. Pendant qu'on fait l'initiation de la discipline, donc cela doit conduire nécessairement à l'acquisition de certains savoirs, c'est-à-dire un ensemble organisé de connaissances. Donc, parce que il y a des connaissances basiques, pardonne-moi, donc c'est essentiel parce qu'on doit mettre de l'avant ce genre de choses. Donc, il y a en effet et d'une façon très sommaire plusieurs types de connaissances. Et je vous les cite. Je vous les cite. Les connaissances de base. Ces connaissances de base sont indispensables à toute acquisition ultérieure. Et les applications. Donc, c'est ce qu'on appelle savoir-faire. Il y a les connaissances qui, à un moment donné de l'apprentissage, jouent un rôle indispensable et temporaire. Elles jouent un peu le rôle de catalyseur. Donc, justement, on a besoin de faire appel à ce que nous savons, nous apprenons, et puis pour mieux, vraiment, pour se motiver présentement, etc., et pour apprendre autre chose. Je dis, il y a connaissance de base indispensable à toute acquisition ultérieure. Il y a les connaissances fonctionnelles qui permettent les transferts et les applications. Il y a les connaissances qui, à un moment donné de l'apprentissage, jouent un rôle indispensable et temporaire. Elles jouent un peu le rôle de catalyseur. Il y a aussi les connaissances qui apportent au sujet le plaisir de connaître et qui souvent débouchent sur une forme de culture. Nous parlerions volontiers dans ce cas de connaissances gratuites. Il y a les connaissances stériles, c'est-à-dire celles qui se referment sur elles-mêmes et qui ne servent à rien d'autre que d'embarrasser la mémoire. Et c'est des accessoires, des connaissances accessoires. Donc ça n'a rien à voir, ça ne va pas ni empêcher ni aider l'enfant à avancer. Donc c'est stérile, c'est neutre, c'est infertile. Donc cela ne procure aucun plaisir au cerveau, cela ne va pas booster, motiver, cela non plus, cela ne va pas aider l'enfant à mettre en valeur ses compétences, ses capacités, et cela ne va rien aider après. Donc c'est stérile. D'où c'est essentiel de comprendre que il y a différents types de connaissances et en tant que pédagogue, éducateur et en matière didactique, parce que c'est lié avec nous, parce qu'on enseigne des matières, on enseigne une discipline. Moi qui enseigne ce cours-là, psychopédagogie, je dois savoir qu'il y a des connaissances que je dois, et les différentes formes, les différents types de connaissances que je dois considérer. Et là, Gaston Mialaré nous présente pas plus que 5 connaissances. Et je reprends pour vous la connaissance de base, la connaissance fonctionnelle, la connaissance et qui est comme un catalyseur, les connaissances qui sont gratuites et les connaissances stériles. Et enfin, je voudrais terminer avec vous cette séance
Justement, en parlant des composantes affectives des différentes matières scolaires. Notre tradition intellectualiste nous a amené à ne considérer, quand on parle de savoir, que des composantes intellectuelles et à négliger les aspects sociaux et individuels. Donc, nous, en tant qu'éducateurs, pédagogues, psychologues, psychopédagogues, donc, nous savons déjà que notre rôle à nous, cela ne rime pas seulement à enseigner, à dispenser des cours, à transmettre un savoir, mais on doit aussi garder en mémoire que nous devons établir des relations. Et cette connexion-là va faciliter le courant, va faciliter à ce que le message tombe entre de bonnes mains, du moins c'est que le message est reçu euh, euh, par nos apprenants, par les enfants, les élèves à qui on enseigne, on évolue. Parce que ça, c'est le côté affectif, c'est le côté socio-affectif des, des différentes actions éducatives que nous devons poser. On ne peut nier, et de nombreuses recherches en apportent la preuve, que les élèves aiment ou n'aiment pas telle ou telle matière. Et quelquefois, l'élève qui aime la matière, c'est parce qu'il aime la façon dont on les enseigne. C'est parce que c'est la façon dont il aime la façon du professeur. Il aime son professeur. Et puisqu'il aime son professeur, il est déjà motivé. Il aime aussi la matière que ce professeur-là enseigne. Et quelquefois, l'enfant qui n'aime pas une matière, c'est pas forcément la matière qu'il n'aime pas. C'est peut-être la méthode qu'il n'aime pas. Peut-être c'est le caractère de l'enseignant. Tout ça euh, joue tout ça intervient euh, pour nous barrer ou nous empêcher. Vous voyez, l'action éducative, du moins c'est le processus. Cela pourrait bloquer le processus enseignement-apprentissage. Donc, on doit se questionner. Est-ce que le problème, c'est la matière? Est-ce que le problème, on parle de quoi? Est-ce que le problème, c'est l'enfant? Est-ce que l'enfant a un problème psychologique? C'est acquis? Est-ce que c'est les techniques, les méthodes qu'il faut questionner? Est-ce que euh, est-ce que les objectifs, est-ce que à quoi ça sert? Donc, on doit questionner la finalité et en dernier lieu les résultats. Est-ce que vraiment j'ai bien évalué mes apprenants? Est-ce que je les ai attribués les notes qu'il faut? Parce que tout cela peut conduire l'enfant à une démotivation. Tout cela peut conduire aussi l'enfant à une motivation venant de notre part. Ce n'est pas le lieu ici de rechercher les raisons de ce mouvement positif ou de cet éloignement. Mais le fait est certain, sous des influences diverses, une matière scolaire provoque des réactions affectives positives ou négatives. Après la dernière guerre mondiale, on le sait tous, l'Allemagne n'était plus choisie par les lycéens. L'allemand n'était plus choisi par les lycéens, alors qu'il redevient maintenant la langue noble qui remplace le latin et qui permet une nouvelle forme de sélection au niveau de la science. L'allemand n'était plus la langue allemande, la langue allemande n'était plus choisie par les lycéens. Oui, parce que on sait, comme qui dirait, cette langue-là apporte de malheur, traîne derrière elle la haine, le racisme, la ségrégation, etc. Donc, c'est dans la tête des lycéens. Donc, vouloir apprendre l'allemand, la langue allemande, donc c'est comme si on va adhérer aux pratiques d'Hitler. C'est comme si on va vraiment épouser
la philosophie des nazis. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, vraiment pour terminer, donc, il nous paraît difficile, sinon impossible, de trouver des critères permettant d'obtenir. On est à la page 101 du document, la psychopédagogie de Gaston Mialaré. Il nous paraît difficile, sinon impossible, de trouver des critères permettant d'obtenir une classification des nombreuses matières d'enseignement aboutissant à une partition des différents domaines en sous-ensembles n'ayant aucune intersection. La division des matières scolaires, calquée ou encore sur une image d'un savoir scientifique dépassé, doit être remise en question, ne serait-ce que pour s'installer, enfin une pédagogie de la pluridisciplinarité ou de nouvelles formes d'accession au savoir. La classification que nous proposerions, si nous avons la place de la développer, reposerait sur la notion de composante principale et en acceptant l'idée d'intersection entre les différents domaines. Il faut bien faire un choix pour éviter un trop grand émiettement. C'est ainsi que nous distinguerions successivement les activités à composante principale littéraire ou documentaire, les activités à composante principale philosophique réflexive, les activités à composante principale scientifique, les activités à composante principale humaine et sociale, les activités à composante principale émotionnelle, les activités à composante principale corporelle, éducation physique, les activités permettant d'établir des communications. Il est bien évident que cette classification ne se superpose pas exactement à celle des matières scolaires. Chacune des activités se réfère à une ou plusieurs de ces disciplines scolaires. La géographie, par exemple, peut relever selon les cas des matières à composante documentaire, des matières à composante scientifique, des matières à composante scolaire, sociale, et pourquoi pas des matières à composante émotionnelle. Donc, vous voyez, la seule discipline, c'est-à-dire la géographie, que on peut trouver des liens, des composantes au niveau social, au niveau documentaire. Vous voyez, donc, et là, c'est essentiel qu'il faut comprendre. Donc, quand on parle de géographie, donc on ne doit pas isoler, dire que ça n'a rien à voir à la société, ça n'a rien à voir à l'émotion, ça n'a rien à voir, etc. Une analyse détaillée des problèmes psychopédagogiques soulevés par chacun de ces 6 groupes de disciplines exigerait de très longs développements. Donc, on n'est pas dupe, et là, je ne vous fais pas rêver que dans ce laps de temps que j'allais vous faire, j'allais détailler avec vous et tous les aspects psychopédagogiques de la didactique. Donc, c'est essentiel qu'il faut comprendre que ce que nous venons de dire en concernant les aspects psychopédagogiques des didactiques, que c'est essentiel pour nous d'en tenir compte de chacune des matières, de chacune des disciplines, et de voir entre les lignes qu'est-ce qu'il faut faire, quel jargon, quel langage qu'il faut utiliser, quel discours, quelles expressions appropriées à telle ou telle discipline. Et c'est essentiel pour nous, c'est aussi vrai que pour vous que pour moi. Donc, espérant vous retrouver la semaine prochaine. Je vais vous donner rendez-vous à la semaine prochaine et pour notre rencontre d'ordinaire. Donc, vous me manquez déjà. Donc, je vous souhaite déjà bon week-end. Donc, et je vous invite à écouter cette présentation. Et si vous avez des remarques, des questions, vous me les posez. Donc, la séance d'aujourd'hui
On a parcouru, elle se trouve dans, la séance d'aujourd'hui se trouve dans le document de la page 93 à la page 102. Donc, vous aurez à écouter la présentation et à faire la lecture entre la page 93 à la page 102 du document La psychopédagogie de Gaston Mialaré, édition Que sais-je. Donc, merci à vous de m'avoir écouté, d'avoir pris ce petit moment pour écouter la présentation. Déjà, bon week-end. Je vous salue et je vous aime. Vous le savez déjà. Merci. À la prochaine. Bonsoir, salut mesdames et messieurs. Donc, je suis bien content de vous présenter cette nouvelle séance de cours. Je crois que c'est toujours pour nous une occasion, une opportunité de vous parler, d'échanger avec vous. Mais comme je viens de dire tout à l'heure, donc on va avoir une séance tout à fait spéciale. Donc vous n'allez pas m'avoir avec vous directement. Donc je vais enregistrer la séance pour pouvoir vous donner l'accès à partir d'un lien que je vais vous envoyer pas trop loin, pas très loin. Et je vous salue tous. Je vous salue et je vous remercie d'être toujours là à l'écoute de m'avoir supporté et, et de consentir à faire d'énormes sacrifices. Et je crois. Donc, vu le contexte où vous êtes, donc je crois que, et je suis bien conscient de ces nombreux sacrifices. Donc, je vous en félicite et je félicite chacun de vous. La dernière fois, après la dernière séance, la semaine dernière, on a eu, pas plus tard, cette semaine, je crois, ce lundi, on a eu le quiz. Donc, c'est dommage si je vous ai avec moi et on aurait la possibilité de discuter, d'échanger. Mais comme je vous ai demandé et des remarques, s'il y avait des questions, des revendications, il n'y avait aucune opposition, du moins intervention de la sorte. Donc, peut-être que tout a été clair, tout a été bien reçu de votre côté. Et merci d'avoir pris part à ce quiz. Et vous-même, vous avez pu vous évaluer et vous avez vu à quel point, à quel niveau où vous vous trouvez, à quel niveau, et certainement se situe votre compétence, votre niveau de compréhension, d'appréhension, d'acquisition. Donc, je vous remercie. Et déjà, je vous souhaite un bon week-end, et que le Seigneur continue de vous guider, d'être avec vous, de vous donner l'essentiel, la sagesse, l'amour pour continuer à combattre, à faire ce qu'il faut. Maintenant, je vais vous parler d'une autre thématique extrêmement importante et n'oubliez pas que nous sommes en train de faire une longue aventure en psychopédagogie et vous-même, vous êtes conscient que c'est essentiel ce cours-là pour vous aider à vous améliorer dans vos interventions, dans les différentes actions éducatives que vous allez poser pour et avec vos apprenants. Que ce soit les adultes, que ce soit les ados, que ce soit les jeunes, que ce soit les enfants. Donc, tout le monde est concerné par
par la psychopédagogie. Et cet après-midi, j'ai la chance de vous parler des aspects de la psychopédagogie, des aspects psychopédagogiques des didactiques, des aspects psychopédagogiques des didactiques. Donc, d'après Gaston Mialaré, pour commencer à parler des aspects psychopédagogiques et des didactiques, donc il faut être conscient que cela fait référence, cela fait appel aux différents acteurs qui évoluent dans le secteur éducatif, que ce soit les administrateurs, que ce soit les parents, que ce soit les directeurs, que ce soit les enseignants, les éducateurs. Donc, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. D'où l'enseignement d'une matière scolaire ne révèle que du spécialiste de cette discipline. Donc, cela fait référence, bien entendu, à la didactique. Donc, quand quelqu'un enseigne la mathématique, donc il doit avoir la spécialité. Quand quelqu'un enseigne la géographie, il doit avoir cette spécialité, la spécialité en géographie. Parce que, euh, parce qu'un professeur de mathématiques ne peut pas enseigner l'anglais. Un professeur de géographie ne peut pas enseigner la littérature. Donc, c'est extrêmement pas important. Donc, parler de la didactique, eh bien, cela revient à dire que, à faire la référence à la discipline, aux matières d'enseignement ou un domaine scientifique. Selon Marguerite Alter, donc elle a souligné que une, une distinction, elle a souligné une distinction entre la pédagogie et la didactique. Donc, trop longtemps, et ces deux termes-là sont confondus. Donc, tantôt, on emploie l'un à la place de l'autre, ou du moins, on n'arrivait même pas à faire la différence entre la pédagogie et la didactique. Mais pour Marguerite, elle a dit que la pédagogie, écoutez ça, la pédagogie porte sur l'articulation du processus enseignement-apprentissage au niveau de la relation fonctionnelle enseignant-élève et de l'action en situation. La pédagogie pour Marguerite, cela porte sur l'articulation du processus enseignement-apprentissage au niveau de la relation fonctionnelle enseignant-élève et de l'action en situation. C'est ça. Pour Marguerite, c'est ça la pédagogie. Pourtant, la didactique porte sur l'articulation du processus enseignement-apprentissage au niveau de la structuration du savoir et de son appropriation par l'apprenant. Vous voyez donc, d'une part, la pédagogie, ce qui différencie la pédagogie de la didactique, c'est que la pédagogie place son niveau, met enfin sur le niveau de la relation, sur la qualité de la relation fonctionnelle entre l'enseignant et l'élève et de l'action en situation. Pourtant, la didactique met enfin sur le niveau de structuration du savoir, c'est-à-dire du contenu, de la matière et de son appropriation par l'apprenant. Donc, c'est ça la différence entre la pédagogie, pour mieux comprendre les aspects de la psychopédagogie que nous allons aborder plus loin. Donc, et pour mieux comprendre les aspects psychopédagogiques et des didactiques, et donc nous devons, alors je devais souligner cette distinction, cette différence entre la pédagogie et la didactique. La pédagogie met en phase sur le niveau fonctionnel enseignant-apprenant et de l'action
Pourtant, la didactique met en face sur le niveau de structuration du savoir, de la qualité du savoir et de l'appropriation par l'élève. D'où c'est ça la différence. Parallèlement, il faut comprendre que en parlant de la didactique, euh, cela nous exige, nous oblige à poser des problèmes. Et il y a des problèmes qui sont liés à la didactique. Donc, selon Gaston Mialaré, il, il y a environ quatre problématiques pour, pour mieux comprendre la didactique. D'abord, Gaston Mialaré parle de croix. En didactique, nous devons souligner le quoi, le contenu, le programme à enseigner. Pourquoi? C'est là les finalités. Donc, quand on fait la didactique, quand on veut comprendre la didactique et de telles disciplines, donc, et par exemple, si je prends la géographie, quel contenu on doit enseigner au premier année, au deuxième année, au primaire, au secondaire? Pourquoi devons-nous enseigner cela? Quelles sont les finalités? À quelle fin devons-nous enseigner cette matière-là, ce programme-là? Mais à qui? Donc, la façon dont on enseigne aux enfants de 10-12 ans, c'est pas la même façon qu'on doit enseigner les enfants de 15, 18, 19 ans. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes caractéristiques psychologiques. Ils n'ont pas la même prédisposition. Ils n'ont pas, ils ne connaissent pas la même réalité. Donc, c'est tout ça qu'il faut souligner. Donc, à qui et comment? Et maintenant, vous savez, on l'a souligné précédemment. Je crois que, oui, quand Madame Isma a présenté, a fait ses interventions, donc pour parler que c'est la façon dont on enseigne aux adultes. Donc, je l'ai souligné, les adultes sont plus logiques, plus rationnels. Pourtant, ce qui intéresse les enfants, c'est le plaisir, ce qui fait plaisir, ce qui procure du plaisir. Donc, on ne peut pas mettre dans le même lot les apprenants jeunes, les apprenants ados avec les apprenants adultes. Donc, c'est pourquoi on doit vraiment savoir quelle façon, quelle méthode qui serait le mieux appropriée. Donc, parlant de didactique, donc, si la façon dont on enseigne l'anglais, c'est pas la même façon qu'on doit enseigner. C'est les techniques. Il y a des techniques qui sont liées aux méthodes pour enseigner la géographie et d'autres techniques qui se sont liées à la façon dont on enseigne les mathématiques, la littérature, etc. Donc, et au final, les résultats. À quoi doit-on s'attendre? Donc, il faut vraiment, dans la tête, escompter des résultats pour dire que voilà ce à quoi nous nous attendons. Donc, d'abord, il faut poser la question quoi. Quand on parle des problèmes, c'est les questions qu'il faut poser. La problématique. Quoi enseigner? À qui enseigner? À quelle fin? Pourquoi? Et comment? La manière, la méthode, les techniques, etc., pédagogiques, donc tout ça. Et comment et qu'est-ce qu'il faut penser? À quoi doit-on s'attendre? Les résultats, l'évaluation. Et l'évaluation, c'est transversal, donc on doit en tenir compte lorsqu'on veut enseigner une matière, lorsqu'on fait la didactique, lorsqu'on assume toutes les règles didactiques. Donc, c'est essentiel, c'est hyper essentiel pour nous
de, de poser toutes ces questions-là afin de mieux comprendre, de mieux approcher, vous voyez, euh, les différents aspects psychopédagogiques des didactiques. Parallèlement, dans une analyse plus en profondeur des aspects, des aspects psychologiques, donc nous devons prendre en compte de l'ensemble des considérations psychologiques et pédagogiques qui opèrent le passage de la didactique traditionnelle à la psychopédagogie des disciplines telles que nous la concevons actuellement. Donc, considérons trois d'entre eux. D'abord, on note tout d'abord, comme nous l'avons déjà eu l'occasion de le souligner, les problèmes psychologiques liés aux individus à leur âge. Tout début, on l'avait vu. Donc, c'est-à-dire chaque individu est un individu. Donc, et l'âge chronologique, ça compte beaucoup. Donc, dans nos interventions, il faut en considérer. Donc, on a parlé aussi des motivations. Il faut aller toucher ce qui les motive, ce qui les démotive aussi. Donc, tout ça compte dans nos interventions, dans les matières à enseigner, la discipline à enseigner. Donc, on enseigne pour les apprenants, mais c'est aussi avec les apprenants. Donc, s'ils ne sont pas disposés, prédisposés, s'ils ne sont pas motivés, comment allons-nous vraiment faire qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir approcher la situation et mieux comprendre le contexte. Donc, c'est extrêmement important. Euh, Ensuite, il y a les problèmes psychologiques qui sont rencontrés par le professeur. euh, euh, Par le professeur, certaines fois avec les catégories, si on veut catégoriser ça, donc les problèmes que les professeurs euh, en France, qui, qui enseignent en France avec des ingénieurs, et ce même, c'est avec des ingénieurs, ces mêmes professeurs-là pourraient avoir d'autres problèmes avec notre groupe euh, d'apprenants dans le domaine de mathématiques, dans le domaine d'informatique, etc. Parce que la situation et le contexte est différent, euh, est différent par rapport à d'autres contextes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que et, un problème qu'un professeur de français rencontre avec un groupe d'élèves n'est pas forcément le même problème qu'il va rencontrer avec un autre groupe d'élèves. Et c'est ça, et c'est ce qui rend compliqué, c'est ce qui est complexe dans notre domaine éducatif. Et tout n'est pas rose, tout n'est pas gris, tout n'est pas blanc, vous voyez, donc à un moment donné, ça peut être blanc, à d'autres moments, ça peut être gris et rose. Donc c'est là et c'est à cela que nous sommes appelés à nous sacrifier, à faire des sacrifices, à réfléchir tout le temps, à faire travailler notre ménage parce que et on doit être dynamique, et diversifié et très flexible pour s'adapter dans une situation à une autre. Donc, c'est extrêmement important. L'auteur nous dit que chaque discipline exige, soit comme point de départ, des prérequis. Il y a des disciplines qui exigent des prérequis. Il y en a d'autres pas. Donc, d'autres disciplines n'exigent pas des prérequis. Euh, Donc ça, et en matière de didactique, il faut bien comprendre cela. Il y a des matières, des disciplines, eh ben, pour pouvoir l'enseigner à un groupe de gens, donc ces personnes-là doivent avoir un prérequis. Pourtant, pour d'autres matières, d'autres disciplines, pas,
pas d'exigence, pas de prérequis. Donc c'est essentiel, il faut comprendre cela. Et de plus, donc on doit comprendre que toute discipline ou partie du savoir utilisé est un certain nombre de notions, de concepts qui se situent à un certain niveau de l'évolution psychologique de l'élève et qui supposent l'existence déjà présente ou à créer des structures psychologiques correspondantes. Et je continue, la notion de complément direct d'objet dans la langue française, celle de proportionnalité, celle de climat, en géographie, ne correspondent pas seulement à des acquisitions. Cela suppose pour déboucher sur des acquisitions réelles un certain développement psychologique et l'existence de structures psychiques permettant d'assimiler, d'utiliser ces notions et ces concepts. On sait par exemple que la notion de nombre ne peut être considérée comme acquise réellement avant que ce soit développé chez le jeune enfant la conservation des quantités dont Jean Piaget a magistralement et définitivement analysé la constitution. Oui, donc là, l'auteur Gaston Mialaré voudrait poser la question, la problématique et la problématique de la psychologie des didactiques pour dire que c'est c'est essentiel. Lorsqu'on enseigne une matière, il faut des thématiques, il faut en tenir compte de ces aspects-là, des aspects psychologiques. Donc, il a même mentionné cette question de acquisition réelle de la conservation des quantités de nombres, que Jean Piaget a développé cette théorie. Donc, Jean Piaget a dit que a dit à, euh, à 12 ans, à 12 ans, l'enfant commence à avoir cette acquisition. Et pour que l'enfant ait cette acquisition, il y a tellement de paramètres, tellement d'éléments et qu'il faut prendre en compte. L'un de ces éléments-là, c'est le milieu qui doit être structuré. Et si, d'après Jean Piaget, si on structure le milieu, l'enfant évolue dans un milieu structuré riche, en matériel riche, en diversité. Donc, arrivé à cet âge, l'enfant va avoir cette acquisition. Vous voyez? Et parce que cela ne réside pas seulement à l'âge chronologique. Donc, dès qu'on a 12 ans, eh ben, on a cette acquisition. Dès qu'on a 13 ans, on a l'acquisition des quantités, on a l'acquisition des nombres. C'est pas forcément. Il y a d'autres éléments qui marchent avec. Donc, Jean Piaget nous dit que eh bien, l'un de ces éléments-là, c'est l'environnement structuré, le milieu favorisé, le milieu riche en matériel, en diversité, en couleurs, etc. Donc, pour Jean Piaget, c'est l'un de ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Et il a même expérimenté cette étude en faisant une comparaison avec des enfants de Suisse et des enfants d'une contrée d'Afrique. Ils ont pris des enfants de même âge et puis il a fait ces expérimentations. Et le résultat était probant, en ce sens que les enfants de Suisse, donc c'est un pays très développé, qui évolue dans un environnement enrichi, donc il a déduit que ces enfants-là, avec l'âge de 12 ans, 11-12 ans, ils ont acquis la conservation des quantités, du nombre, etc. Pourtant, les enfants du milieu africain, donc, ils n'ont pas pu, même en ayant l'âge et l'âge qu'il faut. Donc, et c'est ça et tout, tout le problème, c'est que et à le niveau psychologique, le schème de l'enfant, même en arrivant à cet âge de 11-12 ans, il n'a pas pu avoir cette acquisition de la matière, de la quantité, du nombre. Donc, et là,
Jean Piaget, lui, il nous encourage à embellir et à enrichir le milieu, que ce soit le milieu familial, le milieu scolaire. Donc, et ceux qui travaillent en kindergarten, ils savent pertinemment que il faut vraiment euh, diversifier l'environnement de la classe et embellir avec des couleurs, des différentes formes de la classe et changer la physionomie de la classe tout le temps. Et ça va permettre à ce que le cerveau de l'enfant se développe tranquillement et si facilement. Donc, c'est ça à la réalité. D'où euh, Piaget a conclu ses études de cette façon-là. Donc, parallèlement, l'ensemble des structures psychologiques s'organise petit à petit en un ensemble cohérent qui définit une façon de penser. Le mathématicien ne pense pas comme le littéraire, l'historien comme le sportif. Donc, vous voyez, si on est mathématicien, on va penser comme étant tel, en tant, comme en tant que tel. Si on est physicien, on va penser en tant que tel. Si on est sportif, on va penser en tant que tel. Mais on ne peut pas être magicien et puis on pense comme littéraire. On ne peut pas être un historien, on pense comme un sportif. Donc, vous voyez, le schème psychologique, donc le schème de la connaissance va nous orienter de la sorte. Donc, et ça va être, ça pourrait être incohérent lorsqu'on enseigne les mathématiques et puis là, on divague et puis on, on divague tout le temps et qu'on est dans la mathématique et on parle de géographie. Donc, c'est pas la même chose. Et ce qu'il nous faut, c'est que on doit initier un élève, l'élève à une discipline, cela va aider, euh, va nous aider à aborder euh, et résoudre les problèmes de la réalité. Chaque discipline a maintenant son propre discours de la méthode. Vous voyez, chaque discipline. Donc, il y a, il y a une méthode pour la langue, il y a une méthode pour les disciplines ressources, sciences humaines, il y a une méthode pour il y a un discours pour il y a un discours pour chaque discipline. Il y a une méthode pour chaque discipline. Donc, c'est clair pour vous et moi, et Gaston mis à l'arrêt. Là, il a parlé de l'épistémologie, et l'épistémologie nous apporte sur ce plan, de précieux enseignements et l'éducateur au-delà du strict contenu de la matière qu'il enseigne. Donc, l'épistémologie nous fait savoir, nous apporte des choses qu'il faut faire pour rester dans le domaine, pour garder la tête froide dans la discipline, pour mieux s'orienter dans la discipline. C'est extrêmement important. Donc, il est d'ailleurs souhaitable que l'analyse d'un problème se fasse dans plusieurs perspectives différentes. Il est d'ailleurs souhaitable que l'analyse d'un problème se fasse dans plusieurs perspectives différentes. Donc, il faut, quand on est dans une discipline, et pour mieux faire l'appropriation de cette discipline, eh bien, il doit y avoir une analyse sur tous les angles, sur tous les angles. Donc, cette analyse-là va nous permettre de voir comment telle science, telle discipline est liée à d'autres disciplines. Et cela va nous
permettre d'établir, de faire la connexion avec d'autres disciplines, et cela va nous permettre d'aller plus en profondeur et pour voir comment telle discipline est liée avec d'autres disciplines. Donc, c'est essentiel pour nous de faire cette considération parce que c'est normal, c'est très, très, très normal. D'où le problème de l'eau sur la terre. C'est un exemple, une illustration que Gaston Maria-Larrey nous présente. Le problème de l'eau sur la terre intéresse le biologiste, le géologue, le géographe, le chimiste, le technicien, l'économie. Vous voyez cette question d'environnement, ça ne concerne pas seulement le géologue, ça ne concerne pas seulement ceux qui détiennent la connaissance en géographie, en environnement, et tout ça. Donc, même l'économie, ça concerne l'économiste parce que on utilise l'eau pour faire autre chose, pour garantir notre survie dans l'environnement, ou du moins pour cuire la nourriture, pour faire les boissons, etc. Vous voyez, ça concerne même l'économiste. Donc, et un problème n'est jamais isolé. Un problème n'est jamais isolé. Donc, il y a tout un ensemble de connexions extérieures qui se sont liées à ce problème, ou du moins à cette discipline sur laquelle on est en train de réfléchir. Donc, c'est extrêmement important, la didactique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les structures et les méthodes impliquent que soit utilisée une certaine langue de communication, donc un vocabulaire particulier, c'est-à-dire pour reprendre les termes de la théorie de la communication. Chaque spécialiste a son langage, ses expressions, ses significations. Donc, si vous êtes dans la langue, si vous êtes dans la littérature, si vous êtes dans la philosophie, donc vous avez un langage. Vous avez des expressions, en résumé, vous avez vos propres jargons. Donc, c'est essentiel. C'est essentiel pour nous de comprendre cela. Ensuite, la division harmonique du mathématicien n'est pas la théorie harmonique de l'acousticien ou du musicien. Ça, on peut le comprendre. Ni l'harmonie est préétablie du philosophe, ni l'harmonie imitative du poète, ni l'harmonie des couleurs du peintre, etc. Vous voyez, là, c'est essentiel quand on est dans la didactique. Eh bien, c'est vraiment spécial. On parle à des experts, on parle à des spécialistes. Donc, c'est spécifique. Donc, si on est dans la mathématique, on reste dans la mathématique. Si on est dans la philosophie, on reste dans la philosophie. Si on est dans l'histoire, on reste dans l'histoire. C'est essentiel pour nous de comprendre cela. C'est vachement essentiel pour nous de comprendre cela. Sans vraiment une appropriation de ce genre, on ne va pas pouvoir mieux s'organiser en matière didactique. Donc, ne pensez pas que le fait de danser à l'histoire, eh bien, ça nous donne droit à danser la mathématique, les mathématiques, la géographie. Oui, c'est vrai que on a une certaine expérience, ça nous donne déjà un atout. Mais après des années d'expérience en enseignement des mathématiques, oui, on a un certain atout, une certaine expérience, mais on doit savoir que ce n'est pas les mêmes méthodes qu'on va utiliser. C'est pas aux mêmes personnes qu'on va enseigner ces contenus. Et ces contenus-là, c'est totalement différent de ce qu'on enseigne en mathématiques.
Vous voyez? Et les méthodes, c'est totalement différent. Les techniques, c'est totalement différent. Vous voyez? Donc, c'est extrêmement important. On doit souligner. Chaque spécialiste, surtout à partir du moment où l'élève n'est plus en présence que d'un seul éducateur, devra s'efforcer de prendre conscience des expressions spécifiques qu'il utilise pour prendre soin de présenter aux élèves la signification exacte qu'il leur donne et faire procéder à leur apprentissage. J'aime cette déclaration-là. Vous voyez, notre travail en tant qu'éducateur, ça se complique dans la mesure où les élèves à qui on enseigne possèdent déjà un ensemble de professeurs. C'est pour les cours, chaque cours, ils ont un professeur pour presque chaque cours. Vous voyez? Et toute la cacophonie qu'on pourrait causer, même involontairement. Et si on n'adhère pas, on ne suit pas et vraiment, on n'emploie pas le vrai jargon, on n'utilise pas la bonne expression pour pouvoir véhiculer le message qu'il faut. À défaut, donc on va créer involontairement, inconsciemment de la cacophonie. Et ce serait la pagaille pour nos apprenants. Et c'est pas c'est pas ça nos objectifs. Nos objectifs à nous, c'est de travailler pour le meilleur avec et pour nos apprenants. Donc, au niveau primaire, donc c'est le professeur qui fait presque tout, tout traditionnellement. Et de nos jours, on constate que même au niveau primaire, donc il y a les matières de base, donc le français, donc il y a un professeur, le titulaire principal, il est là, mais il y a un professeur pour la langue, il y a un professeur pour les mathématiques, etc. Parce qu'on sait que c'est énorme ce qu'un enseignant, une enseignante fait au niveau primaire. Il prépare un ensemble de matières, c'est déjà colossal pour lui. Et puis pour dispenser ces cours-là à longueur de journée pendant toute une semaine, donc on voit que c'est énorme. Et pour innover, ou du moins, c'est essayer de faire décompresser le travail d'une seule personne. Donc là, on fait appel à des spécialistes en mathématiques et dans la langue française pour pouvoir vraiment aider le mentor principal. Donc, j'aime cette déclaration. Et je reprends pour vous. Chaque spécialiste, surtout à partir du moment où l'élève n'est plus en présence que d'un seul éducateur, devra s'efforcer. Chaque spécialiste devra s'efforcer de prendre conscience des expressions spécifiques qu'il utilise pour prendre soin de présenter aux élèves la signification exacte qu'il leur donne et faire procéder à leur apprentissage. C'est souvent quand cette précaution élémentaire n'est pas prise que les élèves décrochent. Vous voyez, certaines fois, c'est nous les responsables de leur décrochage, des décrochages des enfants à l'école. Parce que l'école, qui devrait être la deuxième maison des apprenants, devient un endroit, un environnement insupportable, dégoûtant et réprimant. Donc, c'est parce que nos discours, nos expressions ne collent pas. Donc, ça dérange tout le mécanisme et ça démotive l'enfant. Et l'enfant commence, bien qu'il est là à longueur de mois, de la semaine, mais il est déjà décroché. Dans sa tête, l'enfant est décroché, déconnecté, détaché. Il est là pendant qu'il n'est pas là. Donc, c'est ce à quoi on doit vraiment nous préoccuper lorsqu'on enseigne des matières, on enseigne une discipline, on apporte sur l'enseignement à l'enfant, on dispense nos cours, on fait des interventions.
Donc, n'oubliez pas, quand on fait des interventions, donc, il y a toujours le processus d'enseignement et apprentissage. Si vous dites que vous enseignez et que l'enfant n'apprend pas, donc c'est difficile pour nous, éducateurs, d'accepter ce genre de choses parce que là, il n'y a pas apprentissage sans enseignement, il n'y a pas enseignement sans apprentissage. Si l'enfant apprend, c'est parce qu'il y a enseignement. Si vous enseignez, on doit assurer que l'enfant apprend. Et c'est ça et la règle. Affirme ne rien comprendre alors que l'obstacle est purement d'ordre linguistique et non lié aux structures psychologiques profondes nécessaires à la compréhension. Donc, quelquefois, l'enfant ne comprend pas, c'est pas sa faute, c'est pas sa structure, c'est pas sa schème de connaissance qui est en faute, mais c'est le problème linguistique de l'enseignant. Et l'enseignant n'arrive pas à se faire comprendre, à transmettre bien le message. Donc, le message n'a pas été reçu. L'apprentissage de ce langage doit respecter les règles psychopédagogiques de tout apprentissage verbal. Wow. Pendant qu'on fait l'initiation de la discipline, donc cela doit conduire nécessairement à l'acquisition de certains savoirs, c'est-à-dire un ensemble organisé de connaissances. Donc, parce que il y a des connaissances basiques. Pardonne-moi. Donc, c'est essentiel. Parce qu'on doit mettre de l'avant ce genre de choses. Donc, il y a en effet et d'une façon très sommaire plusieurs types de connaissances. Et je vous les cite. Je vous les cite. Les connaissances de base. Ces connaissances de base sont indispensables à toute acquisition ultérieure. Et les applications. Donc, c'est ce qu'on appelle savoir-faire. Il y a les connaissances qui, à un moment donné de l'apprentissage, jouent un rôle indispensable et temporaire. Elles jouent un peu le rôle de catalyseur. Donc, justement, on a besoin de faire appel à ce que nous savons, nous apprenons, et puis pour mieux, vraiment, pour se motiver présentement, etc., et pour apprendre autre chose. Je dis, il y a connaissance de base indispensable à toute acquisition ultérieure. Il y a les connaissances fonctionnelles qui permettent les transferts et les applications. Il y a les connaissances qui, à un moment donné de l'apprentissage, jouent un rôle indispensable et temporaire. Elles jouent un peu le rôle de catalyseur. Il y a aussi les connaissances qui apportent au sujet le plaisir de connaître et qui souvent débouchent sur une forme de culture. Nous parlerions volontiers dans ce cas de connaissances gratuites. Il y a les connaissances stériles, c'est-à-dire celles qui se referment sur elles-mêmes et qui ne servent à rien d'autre que d'embarrasser la mémoire. Et c'est des accessoires, des connaissances accessoires. Donc ça n'a rien à voir, ça ne va pas ni empêcher ni aider l'enfant à avancer. Donc c'est stérile, c'est neutre, c'est infertile. Donc cela ne procure aucun plaisir au cerveau, cela ne va pas booster, motiver, cela non plus, cela ne va pas aider l'enfant à mettre en valeur ses compétences, ses capacités, et cela ne va rien aider après. Donc c'est stérile. D'où c'est essentiel de comprendre que il y a différents types de connaissances et en tant que pédagogue, éducateur et en matière didactique, parce que c'est lié avec nous, parce qu'on enseigne des matières, on enseigne une discipline. Moi qui enseigne ce cours-là, psychopédagogie, je dois savoir que
il y a des connaissances que je dois, et les différentes formes, les différents types de connaissances que je dois considérer. Et là, Gaston Mialaré nous présente pas plus que 5 connaissances. Et je reprends pour vous la connaissance de base, la connaissance fonctionnelle, la connaissance et qui est comme un catalyseur, les connaissances qui sont gratuites et les connaissances stériles. Et enfin, je voudrais terminer avec vous cette séance justement en parlant des composantes affectives des différentes matières scolaires. Notre tradition intellectualiste nous a amené à ne considérer, quand on parle de savoir, que des composantes intellectuelles et à négliger les aspects sociaux et individuels. Donc, nous, en tant qu'éducateurs, pédagogues, psychologues, psychopédagogues, donc, nous savons déjà que notre rôle à nous, cela ne rime pas seulement à enseigner, à dispenser des cours, à transmettre un savoir, mais on doit aussi garder en mémoire que nous devons établir des relations. Et cette connexion-là va faciliter le courant, va faciliter à ce que le message tombe entre de bonnes mains, du moins c'est que le message est reçu par nos apprenants, par les enfants, les élèves à qui on enseigne, on évolue. Parce que ça, c'est le côté affectif, c'est le côté socio-affectif des différentes actions éducatives que nous devons poser. On ne peut nier, et de nombreuses recherches en apportent la preuve, que les élèves aiment ou n'aiment pas telle ou telle matière. Et quelquefois, l'élève qui aime la matière, c'est parce qu'il aime la façon dont on les enseigne. C'est la façon dont il aime la façon du professeur. Il aime son professeur. Et puisqu'il aime son professeur, il est déjà motivé. Il aime aussi la matière que ce professeur-là enseigne. Et quelquefois, l'enfant qui n'aime pas une matière, ce n'est pas forcément la matière qu'il n'aime pas. C'est peut-être la méthode qu'il n'aime pas. Peut-être c'est le caractère de l'enseignant. Tout ça joue tout ça intervient pour nous barrer ou nous empêcher. Vous voyez, l'action éducative, du moins c'est le processus. Cela pourrait bloquer le processus enseignement-apprentissage. Donc, on doit se questionner. Est-ce que le problème, c'est la matière? Est-ce que le problème, on parle de quoi? Est-ce que le problème, c'est l'enfant? Est-ce que l'enfant a un problème psychologique? C'est acquis? Est-ce que c'est les techniques, les méthodes qu'il faut questionner? Est-ce que les objectifs, à quoi ça sert? Donc, on doit questionner la finalité. Et en dernier lieu, les résultats. Est-ce que vraiment j'ai bien évalué mes apprenants? Est-ce que je les ai attribués les notes qu'il faut? Parce que tout cela peut conduire l'enfant à une démotivation. Tout cela peut conduire aussi l'enfant à une motivation venant de notre part. Ce n'est pas le lieu ici de rechercher les raisons de ce mouvement positif ou de cet éloignement. Mais le fait est certain, sous des influences diverses, une matière scolaire provoque des réactions affectives positives ou négatives. Après la dernière guerre mondiale, on le sait tous, l'Allemagne n'était plus choisie par les lycéens. L'allemand n'était plus choisi par les lycéens, alors qu'il redevient maintenant la langue noble qui remplace le latin
et qui permet une nouvelle forme de sélection au niveau de la science. L'allemand n'était plus la langue allemande, la langue allemande n'était plus choisie par les lycéens. Oui, parce que on sait, comme qui dirait, cette langue-là apporte de malheur, traîne derrière elle la haine, le racisme, la ségrégation, etc. Donc, c'est dans la tête des lycéens. Donc, vouloir apprendre l'allemand, la langue allemande, donc c'est comme si on va adhérer aux pratiques d'Hitler. C'est comme si on va vraiment épouser la philosophie des nazis. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, vraiment pour terminer, donc, il nous paraît difficile, sinon impossible, de trouver des critères permettant d'obtenir. On est à la page 101 du document, la psychopédagogie de Gaston Mialaré. Il nous paraît difficile, sinon impossible, de trouver des critères permettant d'obtenir une classification des nombreuses matières d'enseignement aboutissant à une partition des différents domaines en sous-ensembles n'ayant aucune intersection. La division des matières scolaires, calquée ou encore sur une image d'un savoir scientifique dépassé, doit être remise en question, ne serait-ce que pour s'installer, ne serait-ce que s'installer enfin une pédagogie de la pluridisciplinarité ou de nouvelles formes d'accession au savoir. La classification que nous proposerions, si nous avons la place de la développer, reposerait sur la notion de composante principale et en acceptant l'idée d'intersection entre les différents domaines. Il faut bien faire un choix pour éviter un trop grand émiettement. C'est ainsi que nous distinguerions successivement les activités à composante principale littéraire ou documentaire, les activités à composante principale philosophique réflexive, les activités à composante principale scientifique, les activités à composante principale humaine et sociale, les activités à composante principale émotionnelle, les activités à composante principale corporelle, l'éducation physique, les activités permettant d'établir des communications. Il est bien évident que cette classification ne se superpose pas exactement à celle des matières scolaires. Chacune des activités se réfère à une ou plusieurs de ces disciplines scolaires. La géographie, par exemple, peut relever selon les cas des matières à composante documentaire, des matières à composante scientifique, des matières à composante scolaire, sociale et pourquoi pas des matières à composante émotionnelle. Donc, vous voyez, la seule discipline, c'est-à-dire la géographie, que on peut trouver des liens, des composantes au niveau social, au niveau documentaire. Vous voyez, donc, et là, c'est essentiel qu'il faut comprendre. Donc, quand on parle de géographie, donc on ne doit pas isoler, dire que ça n'a rien à voir à la société, ça n'a rien à voir à l'émotion, ça n'a rien à voir, etc. Une analyse détaillée des problèmes psychopédagogiques soulevés par chacun de ces 6 groupes de disciplines exigerait de très longs développements. Donc, on n'est pas dupe, et là, je ne vous fais pas rêver que dans ce laps de temps que j'allais détailler avec vous et tous les aspects psychopédagogiques de la didactique. Donc, c'est essentiel qu'il faut comprendre que ce que nous venons de dire concernant les aspects psychopédagogiques des didactiques, que c'est essentiel pour nous d'en tenir compte de chacune des matières, de chacune des disciplines.
et de voir entre les lignes qu'est-ce qu'il faut faire, quel jargon, quel langage qu'il faut utiliser, quel discours, quelles expressions appropriées à telle ou telle discipline. Et c'est essentiel pour nous. C'est aussi vrai que pour vous que pour moi. Donc, espérant vous retrouver la semaine prochaine. Je vais vous donner rendez-vous à la semaine prochaine pour notre rencontre d'ordinaire. Donc, vous me manquez déjà. Donc, je vous souhaite déjà bon week-end. Donc, et je vous invite à écouter cette présentation. Et si vous avez des remarques, des questions, vous me les posez. Donc, la séance d'aujourd'hui, on a parcouru, elle se trouve dans, la séance d'aujourd'hui se trouve dans le document de la page 93 à la page 102. Donc, vous aurez à écouter la présentation et à faire la lecture entre la page 93 à la page 102 du document La psychopédagogie de Gaston Millaret, édition Que sais-je. Donc, merci à vous de m'avoir écouté, d'avoir pris ce petit moment pour écouter la présentation. Déjà, bon week-end. Je vous salue et je vous aime. Vous le savez déjà. Merci. À la prochaine.